Europe 1 Soir. Nicolas Demorand, interview. Il est 18h21, demain c'est la rentrée des classes et peut-être la ressentez-vous, parents ou élèves, cette petite boule d'appréhension et même d'angoisse à la perspective de reprendre le chemin de l'école. Et pour vous, comment ça se passait? Bonsoir Jules. Bonsoir. Vous êtes dessinateur de presse, auteur de BD, vous publiez chez Dargaud le deuxième volet de votre saga Silex and the City, sous-titre Réduction du temps de trouvailles. On va y venir, vous l'aviez cette petite boule au ventre quand vous étiez écolier ou pas? Je l'avais pas vraiment parce que j'étais un peu dressé parfaitement à ça, parce que mes deux parents étant profs, vivant dans des espèces de mondes au cœur du mammouth, finalement j'avais pas vraiment de problème par rapport à ça. Puis j'étais dans une école expérimentale, j'avais pas de notes, pas de devoirs et que des copains. Donc c'était le bonheur. Oui, la rentrée, c'était un vrai moment de bonheur. Donc je ne suis pas un résilient. Et quel élève étiez-vous, Jules? J'étais un super bon élève, c'est horrible à dire, mais en même temps, comme il n'y avait pas de notes, personne ne le savait. Donc ça restait finalement confidentiel. Et ensuite, comment vous avez pu le découvrir alors? Non, en mais passant parce qu'ensuite, les concours en sortant du système un petit peu alternatif, je me suis retrouvé dans plein de concours. Et puis, et voilà, donc j'ai fait des études pas possibles. Je me suis retrouvé à enseigner l'histoire chinoise brièvement. Donc, vous étiez un bon prof ou pas? Je pense que j'étais un prof-élève, en fait. J'avais l'impression de faire des exposés en permanence devant la classe avec des gens qui avaient à peu près mon âge, parce que j'ai commencé à enseigner en fait à l'université directement. Et en fait, voilà, c'était pas mon hobby préféré. Donc je suis retombé dans le dessin assez vite. Et vous avez des enfants? Et oui, c'est horrible. J'ai la première rentrée des classes en maternelle l'année. Et demain, alors là, par contre, la boule, je l'ai. En fait, je pense que mes parents devaient l'avoir à ma place. Ouais. Alors, Silex and the City, retour donc en 40 000 avant Jésus-Christ. On suit la famille .com, deux profs, hein? Voilà, les deux sont des homo sapiens enseignants, lui prof de chasse, elle prof de préhistoire géo en ZEP, c'est les zones d'évolution prioritaires. Ouais. Alors ils ont beaucoup de problèmes parce que les classes sont hétérogènes, il y a des néandertals, des cro-magnons, des cannibales, il y a même des amphibiens qui ont énormément redoublé. Il y a des élèves difficiles, des établissements difficiles et d'autres beaucoup plus chics. Hein. C'est ça, voilà. Alors eux, ils sont au collège Françoise Dolto, c'est pas terrible, alors que le remplaçant finalement de la mère qui fait une petite dépression interglaciaire vient d'un lycée très coté qui s'appelle Saint-Exupéry et il ressemble à quelqu'un qu'on reconnaît facilement. Et il a le malheur de dire à l'un de ses élèves... Oui, parce qu'en fait, il poursuit, parce que la prof de préhistoire géo a un cours sur les espèces en voie d'apparition, et donc là, c'est un cours sur les moutons, il dit « dessine-moi un mouton ». Évidemment, ses élèves le prennent assez mal et lui cassent la figure. Et lui casse la tête, effectivement. Comment vous est venue, Jules, l'idée de travailler sur ce décalage-là temporel? C'est le deuxième volume, je le dis, c'est le sous-titre Réduction du temps de trouvailles. Comment vous est venue l'idée de transposer totalement le monde contemporain à cette époque-là? Alors ça fonctionne parfaitement, hein. Il y a le PSG, il y a l'OM, il y a l'OL, il y a tout. Hein. Moi j'avais des références au départ un petit peu comme Astérix, d'ailleurs ça démarre un petit peu comme ça, puisque en moins 40 000, le monde évolue, la planète entière évolue et obéit aux lois de la sélection naturelle, sauf une vallée qui résiste encore et toujours à l'évolution. Donc la référence est évidente, et il y avait justement déjà chez Goscinny et Uderzo cette transposition de la France gaulienne, mais en costume de Gaulois et de Romains. Alors là, pour parler de la France sarkozyste, finalement assez obscurantiste, quoi de plus naturel que retourner 40 000 ans en arrière à l'âge des cavernes. Et il y a Ségolène Royal également dans ce oui, volume. Alors parce que dans le premier volume, c'était très politique. Il y avait le père de famille qui se lançait dans une campagne dont le slogan était évoluer plus pour gagner plus. Et alors, ça marchait pas du tout, évidemment. Alors là, il se lance ensuite, il se fait embaucher dans une boîte privée. Il quitte l'éducation nationale. Il quitte le mammouth et il se rend compte que finalement, la vraie sauvagerie, c'est la vie de bureau, dans la mesure où c'est une agence de communication qui s'appelle DD Communication, Désir d'avenir. Et la concept designer, en fait, qui est chargée de promouvoir des concepts innovants comme l'inhumation ou le monothéisme, ressemble finalement un petit peu à Ségolène Royal en peau de bête. Et c'est évidemment l'inventeur de la darwinitude et de l'évolution participative. La darwinitude, très important. Oui, ça, c'est deux concepts qui n'auront pas vraiment de postérité. Parlez-nous de votre métier de dessinateur de presse maintenant. C'est un métier, comment dire, où il est de plus en plus difficile de faire son travail, de dessiner tout simplement. C'est quoi les grands interdits du moment pour vous, Jules? Il n'y a pas véritablement d'interdit. On a de la chance, grâce au dessin, contrairement aux comiques, je dirais, de la voix, aux comiques du spectacle, d'avoir des frontières encore plus éloignées. C'est-à-dire qu'on la
la limite n'existe quasiment pas. Ça dépend vraiment du support. Moi, je travaille beaucoup à Charlie Hebdo. À Charlie Hebdo, je suis libre de dessiner absolument ce que je veux. À la rigueur, on peut même risquer des procès, et puis on peut se dire oui, chiche, pourquoi pas, ça vaut le coup du procès. C'est-à-dire des dessins, de temps en temps, on est vraiment très en colère, et on se dit, ils râleront, ils feront tout ce qu'ils veulent, on y va quand même. Donc moi, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Je pense que dans l'ensemble, les médias français sont très, très libres en termes de dessin. Et peut-être que finalement, si je faisais ces plaisanteries à la radio, on a vu parfois des situations tourner vinaigre, ça se passerait moins facilement. Mais moi, j'ai l'impression d'aller très, très loin parfois. Et encore, je suis pas le pire, parce que j'ai des petits copains qui ont le coup beaucoup plus rude. Comment vous décririez votre trait ou votre univers? Il peut être mordant, acéré, effectivement, mais j'ai l'impression, et là je vois vos grands yeux tendres, que c'est aussi un univers de sympathie, de chaleur, plus de sourire coquin que de grands rires sarcastiques. C'est mon côté gendre idéal, mais en fait, je pense qu'il y a une très grande efficacité de ne pas attaquer frontalement les choses, de pouvoir dire des choses finalement très très violentes, très insidieuses, très sarcastiques et caustiques, mais peut-être en passant par la fenêtre de derrière et pas en attaquant directement, parce que du coup on peut aller plus loin, plus longtemps, et je pense que c'est une forme d'approche comique vraiment efficace. La distorsion en moins 40 000 ans avant Jésus-Christ de notre actualité, ça permet d'aller très loin sur les questions des minorités visibles, sur les questions des communautés, sur les questions religieuses. Là, par exemple, il y a l'invention du monothéisme. Je pense que j'aurais pas pu forcément le traiter de manière aussi frontale, aussi longtemps, si je l'avais pris directement face aux mollahs, aux rabbins et aux curés du moment. Oui, parce que le premier budget de cette agence de communication, c'est effectivement, l'un des gros budgets de cette agence, c'est d'inventer le monothéisme. Voilà. C'est pas facile. Et alors, en guise de récompense pour les cadres de cette agence de com, on les envoie au match de foot, parce qu'il y a évidemment à cette époque le sport qui est très très important. Et alors, on offre des billets aux communicants. C'est les matchs PSG-OM, Primat Saint-Germain contre Olympique Mammouth. Et on se rend compte que pas grand-chose a changé, parce que finalement, l'équipe de Primat Saint-Germain gagne le match parce qu'ils ont marqué les buts avec des mains. Mais ils ont droit parce que c'était des quadrumanes, évidemment. Oui, et puis ce soir, c'est pas ce soir on vous met le feu. Mais ce soir on vous met le feu. Non, ce soir on découvre le feu. Oui, ça c'est les supporters. Et puis les mecs à côté disent ouais, c'est ça, des promesses. En tout cas, je recommande chaleureusement cette BD, Silex and the City, volume 2, réduction du temps de trouvaille. C'est chez Dargaud. Le volume 1 est toujours disponible. Oui, il continue à rouler. Et le sous-titre, c'était Évoluer plus pour gagner plus. Évoluer plus pour gagner plus. Le second, réduction du temps de trouvaille. Voilà, et le troisième est en chantier. Le prochain est en chantier. On va voir ce qui va se passer, mais on va pas évoluer du tout, je vous rassure. Jules au micro d'Europe 1, merci infiniment d'avoir été là. À suivre, il est 18h28, la grande édition.